Vous êtes encore de très nombreux spectateurs à ne pas être abonnés, alors faites-le, c'est gratuit et ça soutient bien la chaîne. Vous pouvez dorénavant rejoindre notre communauté grâce au bouton rejoindre sous la vidéo et ainsi accéder à des avantages exceptionnels. Naïvement, Robert Denard avait espéré qu'après la fin du Katanga, les forces de l'ONU qui avaient mandat pour rester au Congo jusqu'au 30 juin 1964 imposeraient facilement la paix. Il n'en a rien été. Le pays qu'il retrouve est une chaudière emballée, prête à exploser. Une nouvelle rébellion l'a ensanglanté, celle des Simba, adeptes de Pierre Moulélé, créateur d'une secte baptisée Anti-Immaculée Conception. Ce fanatique anti-religieux a baptisé ses guerriers à tour de bras avec une eau magique qui, comme au premier mois de la décolonisation, doit les rendre invulnérables aux balles. Il a ordonné des viols et des meurtres collectifs, a encouragé ses hommes à revenir aux coutumes anthropophagiques, c'est-à-dire cannibales. Pierre Moulélé s'est installé au cœur du Kwilu, à l'ouest du Congo. De son côté, Christophe Gbagné, qui l'égale en cruauté et fascine autant que lui les tribus rebelles, a proclamé le 7 septembre 1964 à Stanleyville l'avènement de la République populaire du Congo. Bombardé président de ce nouvel État marxiste agité par de jeunes loups comme Laurent-Désiré Kabila, Gbagné a obtenu l'immédiate reconnaissance du bloc soviétique et de quelques nations arabes. La rébellion s'est étendue et des Blancs, des Américains et des Belges surtout, ont été pris en otage. Chaque jour, des fonctionnaires fidèles au gouvernement central ont été égorgés. Kasavubu a eu beau appeler au secours les dirigeants de l'ONU, il n'a pas été entendu. Les chefs d'État africains n'ont pas levé le petit doigt pour l'aider. Les États-Unis ainsi que la Belgique, pourtant concernés au premier chef, ont refusé toute intervention armée. C'est seulement lorsque les Simba se sont rendus maîtres de la moitié du Congo que le gouvernement belge a organisé l'acheminement de mercenaires à l'aide de cargos C-130 fournis par les États-Unis et affrétés par la Wingbo, une officine de la CIA. Sitôt assuré de ce renfort mercenaire, le colonel Mobutu a ouvert à Kamina un camp d'entraînement dans lequel se sont ameutés des Allemands, des Belges, des Sud-Africains et quelques Français. Tous ont été intégrés à la 5e brigade motorisée. Dès les premiers engagements, cette unité pourtant montée de briques et de broc n'a fait qu'une bouchée des émeutiers. Comme les Baluba en 1960, les Simba sont morts par centaines sous des rafales de mitrailleuses en vociférant les incantations magiques qui auraient dû les rendre imperméables aux balles des Blancs. Se sentant menacé, le président Gbagné a annoncé qu'il détenait sous ses griffes plus de 300 Américains et plus de 800 Belges et qu'au moindre bombardement de sa région et de Stanleyville, sa capitale révolutionnaire, ses otages seraient massacrés. Les adeptes de Gbagné ne se sont pas contentés de menaces et des vantardises de leur chef. À Police et ailleurs, ils ont torturé et tué des Européens, en majorité des prêtres et des religieuses. Chassés par l'avance des colonnes de secours, ils sont allés se réfugier au Soudan, en brûlant tout sur leur passage. À la fin novembre 1964, Stanleyville a été enfin libérée par la colonne Van de Waal, les para-belges et les mercenaires de Mike O'Hare, appelés par Tshombe, et l'agitation contenue tant bien que mal dans le reste du pays. C'est alors que Moïse Tshombe est passé à l'exécution du plan de pacification pour lequel il a songé à s'attacher à nouveau les services de Denard. Les services secrets français ne lui ont fourni aucun subside, ni même d'ordre précis. Cependant, le colonel Robert, qui dirige le service Afrique du SDEC,
lui fait savoir qu'il compte sur lui pour le renseigner sur les visées des Russes et des Chinois, alliés naturels et intéressés des meneurs antigouvernementaux. Sitôt débarqué à Léopoldville, Robert Denard noue des contacts semi-officiels avec l'ambassadeur de France, Kosciuszko Morizet, ainsi qu'avec l'attaché militaire. Il s'empresse également de contacter le lieutenant-colonel Lamouline. Fort des promesses de Mobutu et de Tshombe, il revendique le droit de monter son propre commando. Lamouline n'est pas d'accord et lui propose de former une unité autonome au sein de sa troupe. Il hésite d'abord, mais comme il lui garantit la plus complète indépendance, il accepte de tenter l'expérience. Et c'est ainsi que va naître le premier choc. Il ne reste plus à Bob Denard qu'à trouver les hommes qui formeront son unité. Karl Cook, Freddy Tillmans et Mark Robin en forment le noyau dur. Il accueille ensuite un véritable loup de guerre, l'adjudant Roger Bruni, vétéran de toutes les campagnes des Bérets Rouges depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et héros de Dien Bien Phu. Une filière d'enrôlement fonctionne à Bruxelles, au sein de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Les hommes qui font office de recruteurs ne se montrent pas particulièrement regardants. Tous les volontaires qu'ils expédient à Léopoldville ne sont pas capables de faire des soldats. Le général Mobutu s'en aperçoit et prend lui-même les affaires en main. Le 27 février 1965, il adresse à son attaché militaire en Belgique une lettre dans laquelle il souligne que le personnel qui nous est envoyé manque des aptitudes élémentaires exigées de tout militaire. En accord avec Robert Denard, il décide que le capitaine Tillmans est désormais responsable du recrutement et de la sélection des volontaires. Fin février, la troupe, baptisée le Premier Choc, commence à prendre tournure. Grâce à l'aide de Freddy, Bob peut enfin compter sur une trentaine de recrues sérieuses. Mais il a besoin d'au moins le double et il organise une nouvelle campagne de recrutement. Freddy repart alors pour Bruxelles et il s'installe à l'ambassade du Congo où le major Nbabia, attaché militaire, met un bureau à sa disposition. À Léopoldville, l'embryon du Premier Choc est cantonné dans un immeuble moderne baptisé Building Janssens. Petit à petit, le rôle de combat du Premier Choc se remplit, et lorsqu'il sera complet, il affichera 10 officiers, 20 sous-officiers et 80 volontaires. Dans le souci de donner une image de marque à son unité, Robert Denard décide que ses volontaires porteront la tenue camouflée et coifferont le béret rouge à badge rond des parachutistes métropolitains. En outre, il a bien ordonné que les candidats à l'aventure arrivent en Afrique vêtus d'uniformes de sortie achetés avec leurs deniers. Les hommes qui les rejoignent ont des motivations diverses. Malgré le tri sévère, ils voient débarquer quelques rigolos. Ces garçons ne viennent en Afrique que pour gagner de l'argent facile, 5000 francs par mois, et surtout pour casser d'une part. Comme ce n'est pas le genre de la maison, la plupart d'entre eux repartent en Europe, ou vont se perdre dans d'autres groupes dont les officiers sont moins regardants que Robert Denard. D'autres volontaires débarquent en Afrique après une déception sentimentale. Un sympathique Hongrois vient lui expliquer, gêné, que sa fiancée qui l'avait quitté lui a écrit qu'elle voulait renouer. Sachant qu'un soldat qui a le cœur ailleurs n'est jamais en possession de tous ses moyens, Bob décide de le laisser rentrer en Europe à condition, bien sûr, qu'il paie son billet d'avion. Il se montre ravi de sa compréhension, puis reprend « Mais Major !» Imaginant quelques complications, il presse l'amoureux transi d'en venir au fait. Celui-ci lui répond « Je ne peux pas ramener mon chien en Belgique, lâche-t-il, penaud. Il a un berger allemand, acheté à un autre Hongrois, ancien légionnaire. » Denard se souvenant soudain de son vieux P.O., il propose de garder l'animal. Soulagé, le volontaire est sur le point de prendre congé lorsqu'il revient vers lui. « Major, quoi encore ?
c'est le chien, il ne comprend que le hongrois. » Après avoir noté sur une feuille de cahier quelques mots magyars qui lui permettront de se faire obéir, le jeune homme s'en va, pour de bon cette fois, retrouver son inconstante. Le 14 mars 1965, tous les problèmes de recrutement ayant été à peu près résolus, il expédie 75 volontaires à Stanleyville. Lorsque Denard les rejoint le lendemain, le colonel congolais Léonard Moulamba, à la fois commandant d'armes et gouverneur civil, le félicite pour la belle tenue de son unité qu'il a déjà passée en revue. Il lui annonce ensuite qu'il va devoir nettoyer les secteurs de Yangambi et de Yanongé, sur la rive sud de la Luluaba, où des Simba tiennent sous leur coupe quelques milliers de paysans et d'ouvriers des ateliers de traitement du caoutchouc. Le 20 mars 1965 au soir, Denard est prêt à lancer l'opération sur Yangambi. Sa troupe s'entasse à bord d'un lourd bateau à roue à aube sur lequel il fait charger une Jeep. Une unité de l'ANC les accompagne. Il est 21h lorsqu'il quitte le quai et il se rend vite compte que l'expédition ne sera pas une partie de plaisir. Le bateau tosse souvent sur des bancs de sable et finit par s'immobiliser. Bob avait prévu qu'il serait avant l'aube devant l'objectif et il est déjà presque 3 heures du matin. Il a beau tempêter, les mariniers mettent plus d'1 heure à reprendre le fil du courant. Forçant les machines, le capitaine congolais fait tout ce qu'il peut pour rattraper une partie de leur retard. « C'est là, Major », annonce-t-il à Denard à 6 heures en mettant en panne au beau milieu du fleuve. Une falaise se dessine dans la brume et Bob ne reconnaît pas du tout l'endroit où il avait prévu d'attaquer. Comme le temps presse, il ordonne tout de même à Karl Cook, qui a trouvé normal de redevenir lieutenant, de débarquer avec une trentaine d'hommes. Le commando escalade péniblement la falaise. Une fois au sommet, Karl découvre que le capitaine a mis son bateau en panne plus loin que prévu. Ils sont tout près de Yangambi, la cité européenne occupée par les Simba. Au signal de Cook, Robert Denard rejoint la terre et sous la protection des armes, il se dirige vers le quai. Au passage, il fouille les villas qui longent une route bordée de bananiers et de palmiers. Ces voltigeurs le suivent en file indienne en gardant prudemment leur distance entre eux. Ils sont à l'affût du moindre mouvement et ils franchissent un ponceau, le dépassant d'une 50aine de mètres, et tombent finalement dans une embuscade. Tapis dans le fossé, ces hommes ripostent d'abord à l'aveuglette. Puis ils tentent de voir à qui ils ont affaire. Les tireurs embusqués ne sont apparemment pas plus d'une dizaine. L'unique fusil mitrailleur de la section s'enraye, un rebelle, profitant du répit inespéré, bondit à découvert en hurlant un ordre. Bob a juste le temps de se rendre compte qu'il est armé d'un fusil Mauser. Les compagnons du rebelle lui obéissent et entament alors un mouvement de repli en lâchant d'imprécises rafales de mitraillettes tchèques. Afin que l'ennemi n'ait pas le temps de se regrouper plus loin avec des éléments plus solidement armés, Bob relance la progression. Le groupe atteint les appontements qu'il fouille rapidement et à l'aide d'un pistolet Very, Denard tire une fusée qui donne au capitaine du bateau l'ordre de venir accoster. Tandis que les soldats de l'armée nationale congolaise relèvent ses hommes en défense des quais, il fait débarquer sa Jeep, puis lance sa deuxième section en direction du bourg de Luzambila, avec ordre de poursuivre la reconnaissance jusqu'à l'école, jusqu'au camp des Simba qui se trouve un peu plus loin. À Luzambila, des rafales serrées annoncent que ces hommes de tête rencontrent une résistance. Denard mène alors sa première section vers un groupe de villas. L'une d'elles a visiblement servi de PC au commandant des Simba de la région. Elle regorge de paperasse. L'officier rebelle n'a même pas pris le temps d'emporter le cachet symbolisant son autorité. Les ouvriers agricoles de Luzambila refusent de se laisser approcher. Ils se barricadent dans leur case. L'un de ces volontaires, René Bioni, qui a servi dans la Royale et est plus âgé que la plupart de ses compagnons, se met en peine d'expliquer aux hommes invisibles qu'ils sont venus dans la seule intention de les libérer des Simba.
Un volontaire congolais traduit le message en lingala avec un porte-voix. Comme rien ne bouge, Bob fait signe à Karl Cook de forcer l'entrée d'une case. Il en ressort avec une vieille femme ridée qui pousse des cris d'effroi et brasse l'air de ses bras maigres. Karl la calme en lui parlant doucement en lingala et la persuade d'aller expliquer aux autres villageois qu'ils ne risquent rien. Le message passe bien et au bout d'une heure de palabres animées, un millier de paysans et d'ouvriers sont regroupés au cœur des villages. Pendant ce temps, sa première section approche du camp Astrid. Un rebelle marche vers les voltigeurs de pointe, tenant son arme levée à bout de bras en signe de reddition. Parvenu à une dizaine de mètres de ses hommes, il tire une longue rafale sur le premier volontaire et détale dans la forêt sous une grêle de balles. Les volontaires du major essuient ensuite quelques rafales de mitraillettes, puis le calme revient. La position investie, Robert Denard décide de passer au second acte de sa mission qui consiste à ramener à Stanleyville une partie de la récolte de caoutchouc. Tandis qu'il discute avec Karl Cook et ses chefs de groupe, les villageois les épient. L'un d'eux demande à lui parler et lui annonce qu'après ce qui vient de se passer, il ne veut pas rester à Luzambila. Comme tous ses compagnons, il craint le retour des Simba qui, dit-il, les massacreront pour avoir fraternisé avec ses hommes. Bob, estimant que leur rafio peut supporter une telle surcharge, il annonce qu'il ramènera tout le monde à Stanleyville. Sa décision est accueillie par des cris de joie et des danses échevelées. C'est alors que des échos de rafales leur parviennent du quai. Inquiet pour le bateau, Denard fait presser le mouvement. Les tirs proviennent d'une colline surplombant Yangambi. D'autres jaillissent de la rive nord de la rivière Luluaba. L'ennemi possède au moins 3 mitrailleuses. Denard engage alors son canon de 37 qu'il a eu la bonne idée d'embarquer, et les armes se taisent une à une. La nuit tombe, ses hommes veillent sur les villageois regroupés, d'autres patrouillent aux alentours. Des rafales déchirent la nuit épaissie par une brume à couper au couteau. Des pirogues invisibles frôlent leurs bateaux, et des hurlements montent des collines environnantes. Personne ne parvient à dormir dans cette cacophonie permanente. Dès l'aube, le major organise le chargement de caoutchouc. Pressés de s'en aller, les villageois travaillent de bon cœur, quand soudain, les mitrailleuses ennemies redonnent de la voix. Bob fait appeler par radio un B-26 qui vient bombarder et mitrailler les hauteurs et la rive opposée de la Luluaba. Des rideaux de palmiers s'embrasent, des colonnes de fumée montent haut dans le ciel toujours brumeux, les armes rebelles se taisent. Vers 10 heures, les derniers ouvriers embarquent sur le bateau, plein à craquer. Denard s'assure que tous ses hommes l'ont rejoint, fait charger les quelques véhicules en bon état qu'ils ont retrouvés et donne l'ordre d'appareiller. Quelques rafales, tirées de trop loin pour être efficaces, ponctuent leur départ. Au fil des heures, le capitaine lui fait des commentaires de plus en plus alarmants sur la charge excessive de son bateau. Denard, se rendant à ses arguments, fait stopper le convoi à hauteur d'un village d'où des rebelles s'enfuient en tiraillant. Une barge est là, à moitié pleine de caoutchouc et de sacs de café. Il la réquisitionne ainsi qu'une sorte de bateau-mouche. Leur rafio, délesté d'une bonne partie de ses passagers, peut alors reprendre sa navigation. Au soir, ils mettent en panne à la hauteur de Yakuzu, poste clé des défenses de Stanleyville. Il n'est tenu que par une poignée de miliciens armés de 2 fusils et d'arcs. Son chef profite du passage de la troupe pour demander de plaider sa cause auprès du colonel Moulamba, à qui il a réclamé en vain un peu plus d'armement et des tenues militaires qui impressionnent tant la population. Le bonhomme manque aussi de vivres et de médicaments, et Bob puise largement dans son ravitaillement et lui donne 2 fusils de chasse, puis ils remettent le cap sur Stanleyville. Le bilan de leur opération fait rapidement le tour des états-majors de l'armée nationale congolaise. Il est assez impressionnant. Ils ont rallié plus d'1 millier de Congolais, récupéré 600 tonnes de caoutchouc
ainsi que 4 camions et 7 camionnettes. Les accrochages ont permis à Denard de jauger les réactions de ces nouvelles recrues. Quelques râleurs mis à part, elles ont bien manœuvré et il en est plutôt fier. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne avec le bouton rejoindre, à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et bien sûr à vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine vidéo. Bonjour, donc je m'appelle Franck Chantreau, mon épouse Roxane. On a créé en 2006 notre sanctuaire de réhabilitation pour jeunes primates. Jack, le premier chimpanzé qu'a confisqué dans cette province du sud de la RDC, a été le premier bébé confisqué. On était loin de se douter que ce bébé allait changer notre vie pour toujours. Et le programme qu'on s'était fixé, c'était d'arrêter le trafic illégal d'espèces protégées, traversant la province du Katanga pour rejoindre la Zambie et l'Afrique du Sud. Nous tenons à remercier Alain et tous les followers de son site Les Dessous de l'Histoire, car grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir tous ces animaux victimes du trafic que nous avons recueillis au travers de la nourriture, bien sûr, mais aussi des soins médicaux et de la présence de papa et de maman de substitution, parce que ces animaux vivent de tels traumatismes que quand ils arrivent, ils sont perdus et ont besoin de beaucoup d'amour et d'affection pour surmonter tout ce qu'ils ont vécu. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait, pour vos dons. Ça nous aide énormément. Merci pour eux.